2 octobre. Bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nuit Télévision au sommaire. Après l'annonce de la hausse de la taxe des produits sucrés, les réactions des autorités sanitaires et des industriels. Si la mesure a déjà fait ses preuves ailleurs, les professionnels du secteur sont dubitatifs sur son efficacité à long terme. Autre annonce du ministre de l'Économie, la réforme de la fiscalité touristique. Parmi les changements programmés, la mise en œuvre d'une taxe d'entrée sur le territoire applicable à tous. Décryptage avec notre journaliste Nicolas Pérez qui est avec nous en plateau. Et puis, petite évasion culinaire en prison avec le chef étoilé Michel Portos. Pour la semaine du goût, il met son savoir-faire au service des détenus de Tatoutou à Papeari. Vous verrez qu'en détention aussi, on peut faire plaisir aux papilles. C'est une mesure qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, celle de taxer le sucre pour faire reculer sa consommation. C'est aussi l'ambition du gouvernement qui prévoit une hausse de la TVA sur les produits sucrés. Si l'annonce est vue d'un très bon œil par les autorités sanitaires, selon les industriels, elle ne changera pas les comportements au long cours. Thomas Chabrol, Esther Cuneo. Biscuits, confitures, glaces, les produits sucrés sont à nouveau dans le viseur du pays. Déjà soumis à la taxe de consommation pour la prévention, la TCP, ils verront leur prix grimper dès 2025. Aujourd'hui, à 5%, le taux de TVA devrait atteindre 16%. L'objectif est clair, taper dans le portefeuille pour obliger la population à réduire la consommation de produits sucrés. Pour les autorités sanitaires, l'efficacité de ce type de politique de taxation, à l'instar du tabac ou de l'alcool, ne fait plus aucun doute. Oui, il n'y a plus vraiment de débat. Alors, ça a fait ses preuves dans plusieurs pays. Le Mexique en 2014 qui a instauré aussi une taxe sur les produits sucrés. Et dès l'année suivante, dès la première année, on avait une baisse de 6% des consommations de tout ce qui était boissons sucrées. Et dès la deuxième année, une baisse de 12%. Donc c'est vraiment la preuve que le consommateur va modifier ses habitudes. La France aussi a instauré une taxe soda. L'adaptation des professionnels aux mesures fiscales, le syndicat des industriels veut bien le reconnaître pour être déjà passé par là avec la TCP. Aujourd'hui, je vous dis 2 produits sur les 25 références de boissons gazeuses que fabrique la brasserie de Tahiti sont au-dessus d'un brix de 10 grammes par litre. Effectivement, ces systèmes fiscaux ont fait baisser les brix, les taux de brix, donc le sucre dans les boissons, très fortement en 5-6 ans et ça va continuer. La contrepartie, c'est la baisse des ventes. Et les industriels s'y attendent forcément avec une crainte pour leur outil de production. Mais s'ils se disent prêts à accompagner les politiques de santé, ils se montrent sceptiques sur l'efficacité à long terme. Pour le CIPOF, les changements des comportements passent d'abord par l'éducation. Les gens boiront toujours, ils boiront des produits moins sucrés, ils boiront des produits sans sucre ajouté, ils boiront des produits plus healthy ou plus de choses comme ça. C'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est une question d'équilibre global de ce qu'on mange, de combien on mange, de combien de fois on mange. Le dispositif École en santé, par exemple, permet dès la maternelle de commencer à changer les habitudes, à expliquer que pour le goûter, le gâteau industriel, c'est pas la meilleure solution. Si la TVA n'est pas directement fléchée sur la prévention, les recettes de cette hausse devraient servir à équilibrer les comptes sociaux. Du changement annoncé également dans la fiscalité touristique. Le ministre de l'Économie et des Finances, Warren Dexter, a apporté quelques précisions sur les ondes de Radio 1. Il a notamment évoqué la mise en place d'une taxe d'entrée sur le territoire applicable aux touristes mais aussi aux résidents sur les vols internationaux. Pour décrypter cette mesure, notre journaliste Nicolas Pérez nous a rejoint en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Athéna. Alors Nicolas, comment fonctionne cette taxe ? Alors comme son nom l'indique, cette taxe donc destinée à l'entrée en fait de touristes serait prélevée en fait par les compagnies aériennes ou agences de voyage à l'entrée du territoire sur tous les billets d'avion internationaux. Donc elle s'adresse automatiquement aux touristes comme aux résidents. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Tout d'abord, en fait, cette taxe séjour ou touristique, tout dépend en fait de son appellation, n'est pas une exception polynésienne. Depuis de nombreuses années, d'autres pays comme le Bhoutan, la Bali, le Japon l'ont mise en place. Venise, des villes également, demande en fait 600 francs par nuitée. Donc Bali revient et comme le Japon, cette taxe revient à peu près à 1000 francs. Le Bhoutan est le plus gourmand dans cette sélection, avec 10 000 francs de taxes d'entrée
par jour. Plus proche de nous, la Nouvelle-Zélande, depuis le 1er octobre, vient d'augmenter en fait cette taxe et elle passe aujourd'hui à 8 330 francs par séjour. Alors, c'est une taxe qui est en général justifiée notamment par le surtourisme. Venise, Bali, Japon connaissent en fait une affluence de touristes assez énorme. La Polynésie française n'est pas dans ce cas-là. Elle servirait, cette taxe, plutôt à subventionner ou en tout cas à aider à la transition écologique. Alors, cette taxe est-elle une nouveauté du gouvernement Broderson? Alors non, pas vraiment, puisque le gouvernement Fritsch l'avait validé en 2022 lors de sa stratégie FM 2027. Une stratégie en fait que le gouvernement Broderson distingue, là où il se distingue en tout cas, c'est dans l'intégration des résidents. Et d'ailleurs, nous écoutons le ministre de l'économie à ce sujet. S'applique là sur les résidents, je vais juste rappeler que c'est prévu dans la stratégie touristique du pays, qui a été mise en place d'ailleurs sous l'ancien gouvernement, et on ne fait que déployer l'une des actions qui est prévue dans cette stratégie, le volet fiscal. Voilà une intégration des résidents que nous n'avons pas repérée en fait dans cette fameuse stratégie FM 27, dans le document qui est d'ailleurs en ligne, et nos téléspectateurs peuvent aller le consulter. Cette taxe en fait parle simplement d'une taxe touristique forfaitaire à l'entrée en Polynésie pour les séjours de longue durée. Et savons-nous déjà combien pourrait rapporter cette nouvelle taxe? Alors oui, en tout cas selon nos informations, une tranche en fait de prix nous ont été données. Elle se situerait entre 3 000 et 10 000 francs. Donc pour notre simulation, nous avons essayé en fait de trouver un juste milieu. Donc on a à peu près estimé ça à 6 500 francs. Nous l'avons donc multiplié par le nombre de passagers qui sont arrivés en 2023 en Polynésie, soit plus de 376 000 passagers, donc résidents et touristes confondus, ce qui donnerait annuellement une rente de plus de 2,4 milliards. Et quand sera appliquée cette taxe? Alors pour cela, il faut d'abord qu'elle passe par le filtre de l'Assemblée et je vous propose d'entendre à nouveau le ministre de l'économie. Elle est bien dans les tuyaux. Après, vous dire qu'elle sera inscrite à la prochaine session, dans la session budgétaire actuelle, moi je dis qu'il faut ouvrir les discussions avec les principaux intéressés, comme les compagnies aériennes, puisque ce seront elles qui seront chargées de les collecter. Je sais que le ministère du Tourisme, la présidence en l'occurrence, doit ouvrir les discussions. Alors Nicolas, on entend le ministre, mais comment réagissent les professionnels du secteur? Alors notre rédaction a tenté de les contacter, que ce soit compagnies aériennes ou agences de voyage, qui seront aussi peut-être censées collecter en fait cette taxe, mais aucune n'a souhaité évoquer ce sujet, invoquant en fait un manque d'informations. Néanmoins, le ministre de l'économie nous donne une piste sur l'ambiance générale à l'annonce de cette mesure. Alors, comment dire, ça fait partie d'un train de mesures fiscales applicables au tourisme et c'est vrai que c'est un petit peu grincé des dents le fait qu'on cumule, en fait ça fait partie d'un train de mesures fiscales que, en l'occurrence, le représentant des hôteliers, j'ai bien senti qu'il avait besoin de se concerter avec sa profession. Alors Nicolas, visiblement cette mesure va demander encore de nombreuses concertations pour trouver un consensus. Effectivement. Merci pour cet éclairage. Merci à vous Athéna. En justice, enquête ouverte pour délit de concussion à l'OPH. La procureure de la République a annoncé ce matin que des investigations vont être menées et font suite aux déclarations du président Broderson sur des impayés à l'Office polynésien de l'habitat sur la période 2019 à 2022. Des propos tenus le 22 août dernier à l'Assemblée qui ont d'ailleurs provoqué ce jour-là de vifs échanges entre responsables politiques. Dans le détail, Moitai Broderson avait déclaré que l'OPH n'avait pas facturé à ses locataires des dépenses liées à l'eau potable et aux eaux usées. Montant du manque à gagner pour l'établissement public, plus de 300 millions de francs. Pour information, un délit de concussion est établi lorsqu'un représentant de l'autorité publique ou une personne chargée d'une mission de service public accorde indûment une exonération de droits, impôts ou taxes. Nouveau jour de formation pour les gendarmes adjoints volontaires que nous suivons sur plusieurs semaines. Après avoir été formés au tir à balles réelles, la promotion passe par le brevet de secourisme, un pilier de leur parcours d'apprentissage à Léagondon, Samteinaore. Des gestes répétés pour agir en toute confiance en cas d'accident réel. Cet exercice simule un étouffement. Les gestes de premier secours sont essentiels au parcours d'apprentissage de ces stagiaires. La promotion s'exerce au travers de nouvelles méthodes d'intervention
initié par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, basée à Paris. Il y a un groupe de travail chaque année sur l'évolution des méthodes de secourisme, avec les référents secourisme en gendarmerie, dans les différentes institutions, et un collectif de médecins. C'est en perpétuelle évolution, notamment pour la sécurité des personnes qui pratiquent et pour la sécurité des victimes exposées aux pratiques. Ces nouvelles méthodes d'intervention sont mieux ciblées, en partie grâce à la qualité et au réalisme des mannequins disponibles aujourd'hui. L'allonger ici, maintenir au niveau de la poitrine, ok, et je fais mes claques dans le dos. À la pratique se joint la théorie. Pour certains, se retrouver sur les bancs de l'école pour suivre la session est une expérience inédite. Pour d'autres, un recyclage nécessaire afin de se rafraîchir la mémoire. Tout est frais dans la tête, ça fait du bien. Il y avait des choses quand même que j'avais oubliées, alors que ça fait même pas 1 an que j'ai passé mon premier diplôme de secours. Le plus important, c'est la protection de soi-même et d'autrui avant d'intervenir. Par exemple, il faut éviter l'effet tunnel, c'est ce qu'on nous a enseigné donc en classe ce matin pour tout le monde. Tu souhaites assister et finalement, tout autour, il peut y avoir un danger, une voiture qui arrive. Et donc, au lieu d'avoir un blessé, tu en as 2. Les gendarmes doivent repasser le PSC1 tous les 2 ans. Au terme de la session, tous les élèves obtiendront leur certificat d'aptitude au premier secours. Après les gendarmes, parlons des prisonniers du centre de détention de Tatoutou à Papeari. À l'occasion de la Semaine du Goût, les détenus ont reçu la visite et les conseils d'un invité exceptionnel, un chef doublement étoilé actuellement en vacances au Fénois. Il leur a proposé un petit moment d'évasion en cuisine. Naya Bennett, Heymanu Manutei. Ce n'est pas une formation donnée aux détenus, mais plutôt une activité qui leur est proposée. Par groupe de 7 à 8, les détenus s'essayent à de nouvelles recettes de cuisine, avec pour seule contrainte les aliments disponibles au centre pénitentiaire, une plaque et un four de cuisson électrique. Des trucs simples, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense qu'on doit travailler nos produits en nous, autant que pour garder notre culture. Il faut essayer d'être créatif, d'imaginer, avoir de l'imagination. Si c'est la première fois que le chef Michel Portos se rend au centre pénitentiaire de Tatoutou pour y partager son savoir, dans l'Hexagone, il est coutumier du fait 4 à 5 fois par an et depuis 10 ans déjà, il propose cette activité en détention. Je l'ai fait parce que ça me plaît. C'est parce que ça va me rapporter. C'est parce que je rencontre des gens. C'est parce que voilà, c'est pas mon fonds de commerce. J'en ai fait une mission de cette histoire. Je ne le ferai pas tous les jours comme eux le font. Prêcher la bonne parole, discuter avec les gars, passer un bon moment avec eux. Moi, je suis ici d'une maison qui s'appelle la maison 3 Gros. Le plus vieux 3 macarons de France actuellement. Ils ont 3 étoiles depuis 1968. À l'époque, Pierre 3 Gros m'a dit, notre métier, il est fait de transmission, de partage et de transmission. La prison, c'est quoi ? Partager son savoir et sa passion et surtout rendre un peu de dignité humaine à ses détenus, c'est un des objectifs du chef, une vision partagée par le centre pénitentiaire. Au-delà du partage de compétences, d'expériences, c'est aussi un partage de valeurs et donc qui est important avec ce public-là parce que finalement on ne parle pas tous des mêmes standards. C'est préparer leur sortie et de lutter contre la récidive, c'est-à-dire que moi, ils sont rentrés à l'établissement parce qu'ils avaient fait une bêtise. Moi, l'idée, c'est qu'après, ils puissent avoir un métier, travailler dans un restaurant, monter une roulotte, travailler ou même faire à manger chez eux, c'est parfait. Rillettes de maquereau façon rouleau de printemps, relevées avec une vinaigrette à la sauce soja, vinaigre balsamique et jus d'orange, ainsi qu'un gâteau au chocolat au cœur coulant. Pour les détenus, un plaisir à la fois visuel et gustatif. Et quoi de mieux pour satisfaire les palais que des produits frais et locaux? Et pourtant, les agriculteurs semblent de moins en moins nombreux en Polynésie. Selon les professionnels qui exposent à la foire agricole, cela est surtout dû à la pénibilité du métier et à la rémunération. Este Paroko d'être leur attendu le micro. Elodie reste fidèle à la tradition. Dans son métier de maraîcher à Papara, la passion se transmet de génération en génération. Ces légumes cultivés en pleine terre sont récoltés à la main, comme avant, et c'est énormément de travail. Oui, c'est très dur. Parce qu'il faut se lever super tôt, après il faut travailler sur le soleil et tout. Et les jeunes, ils n'aiment pas tellement ça, rester sur le soleil, travailler, se lever à 5 h du matin et tout. Les anciens agriculteurs sont usés physiquement et moralement. Et cette vie de labeur
beaucoup ne la souhaitent pas pour leurs enfants. J'ai encouragé mes enfants à réussir à l'école pour décrocher les diplômes. Et lorsqu'ils ont réussi, ils ont voulu travailler dans les bureaux climatisés. Alors que pour mon métier, les enfants me disent qu'il fait chaud. Et c'est dur à travailler au soleil. C'est dur à travailler au soleil. Les enfants me disent, vous êtes très courageux, papi, mamie. Je leur dis, ne vous inquiétez pas pour nous. Occupez-vous de vos enfants. Nous sommes âgés, ne comptez pas sur nous. Et selon les agriculteurs des îles, la profession a changé. Ils sont devenus des gestionnaires, envahis par la paperasse pour accéder aux aides du pays. Il faut compléter un papier pour aller sur le terrain. Alors, on a vu aussi que parmi le service de l'agriculture, il y a des personnes qui sont aidées, il y a des personnes qui n'ont jamais reçu un coup de pelle, un coup de drague, rien, il n'y a rien. Même la Chambre d'agriculture qui fête ses 140 ans d'existence a du mal à rendre le métier d'agriculteur attractif auprès des jeunes. Les jeunes, ils veulent un travail facile, ils veulent avoir un revenu à la fin du mois. Il y a très peu, donc il y a tout un accompagnement. Il faut accompagner nos porteurs de projets, les jeunes qui veulent faire de l'agriculture, il faut les accompagner. Si tu attribues un lot agricole, voilà ton lot agricole, il démerde-toi. Non, ils ne vont jamais arriver. Comment il faut les aider? Donc tout ça, il faut faire cette réflexion. Près de 9 570 personnes travaillent sur les exploitations selon le recensement de 2023 de l'ISPF. Ils étaient 15 800 en 2012. 75% de notre production agricole viennent de l'étranger. Un chiffre de professionnels à la baisse, mais il subsiste. À Huahine, les maraîchers se positionnent en bord de route faute de marché municipal. Une pratique qui, en plus d'être économique, anime tout le village, comme l'a constaté Jessica Doucet. Ce rendez-vous est devenu une institution sur l'île. Tous les jours de la semaine, le marché de fruits et légumes ouvre ses portes au front de mer de Faré. Ici, légumes, fruits, produits préparés et la pêche du jour sont proposés à la vente. C'est une tradition chez nous à Huahine, vendre sur les trottoirs. Tous les jours, ils sont là. Ne trouvez-vous pas cela magnifique? De plus, c'est un lieu de passage. Tous ceux qui sortent du supermarché s'arrêtent toujours pour acheter quelque chose avant de repartir. Et c'est comme ça tous les jours. Ces installations ne durent que la matinée. Pour avoir la meilleure place, les exposants s'installent dès les premières lueurs du jour. Il faut se lever tôt. Pour nous, c'est 4 heures pour réserver un emplacement. Sinon, les voitures s'égarent. Sur les trottoirs, au bord de la route, pour vendre nos produits à nous. Tous les matins, c'est comme ça, on vient, on s'installe. Oui. Tous les matins, on vient, on s'installe et puis on attend les clients. À Huahine, 80% de la population vit de la pêche et de l'agriculture et n'a souvent que cette alternative pour écouler sa production. Le conseil municipal a pourtant envisagé un marché, mais cette idée ne fait pas l'unanimité. Vous n'avez jamais demandé à avoir un marché? Bon, la plupart, on y vient comme ça. En fait, on ne sait pas trop où ils veulent mettre le marché. Vous vous rendez compte, s'ils le mettent dans un endroit où il n'y a personne, on préfère rester ici. Il y a du passage tous les jours. Sans surprise, le dimanche est le meilleur jour de vente de la semaine. Le nombre d'exposants peut alors doubler. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre. Tout de suite, votre magazine de 0 à 100 km/h, suivi d'un documentaire inédit proposé par André Vohi, Génération Fahati, la balade de l'espoir. Passez une excellente soirée sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.